Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV dans l'actualité de ce jeudi. Des agents de santé encore omis dans le paiement des primes Covid-19 à Gaspard Camara. Ceux qui travaillent dans le CTE réclament leur dû. Ils dénoncent la gestion dite incertaine de ces primes. 240 emplois de Sanofi menacés de suppression. La branche africaine de la firme pharmaceutique française est concernée. Des Sénégalais parmi ses employés interpellent l'État pour une médiation. Après la pluie, le calvaire des rues de Dakar toujours inondé, le transport au ralenti. Des automobilistes éprouvés par l'état des routes et les pannes. Pendant ce temps, les usagers se plaignent des longues heures d'attente au niveau des gares. Reportage à suivre dans quelques instants. Et enfin, la découverte de ce soir, Mbour-Mort. Le quartier existe depuis les années 1900 et au fil des ans, d'autres ethnies sont venues s'installer dans ce quartier. La culture et la langue maure ne sont plus aussi présentes. Et c'est le temps de l'interrogatoire pour le docteur Babacar Niang, le médecin-chef de Souma Assistance est toujours dans les locaux de la brigade de recherche de la gendarmerie. Les enquêteurs ont convoqué la blouse blanche pour qu'elle s'explique sur ses déclarations relatives à la vente de matériel des centres de traitement épidémiologique à des structures privées. Et dans le bulletin santé du jour d'aujourd'hui, 29 morts. Il y a aussi 63 cas graves en réanimation. On a également enregistré 498 nouvelles contaminations. À noter également qu'à ce jour, 900 914 personnes ont été vaccinées. Et c'est l'un des titres de cette édition à Gaspard Camara également. Les primes Covid-19 sont partiellement versées aux agents affectés dans les centres de traitement. 19 personnes n'ont toujours pas reçu ces primes depuis quelques mois et ces agents concernés ainsi que le reste du centre de traitement ont tenu un sitting aujourd'hui et réclament une meilleure gestion de ces primes. Le compte-rendu est signé Seynabou Babou. Les agents de santé du centre Gaspard Camara élèvent la voix pour exprimer leur colère. Ils réclament leur prime Covid estimée à 300 000 francs par agent. Ces travailleurs s'estiment lésés. La prime Covid que le président de la République a bien voulu allouer aux travailleurs de la santé. Et nous avons constaté qu'une partie des travailleurs a reçu, mais une autre partie n'a rien reçu. Certains ont reçu 300 000 et il y a une partie qui est laissée en rade. Par ailleurs, ils déplorent le montant de leur salaire qu'ils jugent dérisoire. Selon eux, les paramédicaux sont relégués au second plan depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Les paramédicaux, depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir au Sénégal, les paramédicaux n'ont rien eu. N'est-ce pas? Les médecins ont eu une prime de représentation médicale, une prime de responsabilité médicale d'un montant total de 450 000 ajouté à leur salaire de 900 et quelques mille, ça fait 1 350 000. Alors que les paramédicaux qui sont dans les structures sanitaires, qui passent la nuit, qui passent la journée, ont des salaires vraiment dérisoires de 200 000, de 200 000. Ils tiennent pour responsable le ministre de la Santé. La motivation va de soi à leurs yeux, étant en première ligne dans la riposte. Nous avons parmi nous des éléments qui sont décédés et nous avons aussi des éléments qui sont actuellement affectés, qui sont chez eux. Donc nous sommes là. On nous dit que nous sommes des soldats par rapport à cette pandémie-là, mais des soldats qui ne sont pas motivés. Les agents de santé de Gaspard Camara ne sont pas les seuls à ne pas recevoir leur prime Covid. C'est aussi le cas à Ouakam et à Naduchouker. Également dans l'actualité sanitaire, une autre revendication portée par des agents de santé de l'hôpital de Mbour. Mais cette fois, il ne s'agit pas du Covid-19, mais plutôt de la gestion du polymètre, de l'établissement chargé de tout ce qui est radiographie au sein de l'hôpital. L'intersyndicale 3S réclame la résiliation du contrat. Je vous propose d'écouter le porte-parole, le pape Samba Awandiaï. Suite à la rencontre du jeudi 29 juillet 2021 dans la salle de l'ITA,
l'intersyndicale, les 3S, constatant qu'aucun point de revendication des préavis de grève déposés par le SAMES, le CITSAS et le SINTRAS sur la question polymètre n'a connu de satisfaction. Dénonçant avec la plus grande énergie l'illégalité de ce contrat et les manquements liés au non-respect des clauses de la convention de la part de Polymètre. Il s'agit de l'absence de délibération du conseil d'administration avant la signature du contrat, c'est important. L'absence totale de radioprotection et de dosimètre. Un problème réel de maintenance qui existe au niveau de Polymètre. Un problème de discontinuité du service de radiologie et un problème de prise en charge du patient au lit du malade. À cela s'ajoute le manque à gagner énorme au niveau de l'EPS1 de Mbour qui tourne autour des ressources que sont les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Pour terminer, nous dirons que certaines prérogatives médico-techniques du chef de service ont été attribuées donc aux gestionnaires de Polymètre. 240 employés de Sanofi Afrique sont menacés de licenciement. 80 Sénégalais sont concernés. La firme pharmaceutique française justifie ses décisions par le changement de son business plan, mais ses travailleurs dénoncent une forfaiture. Elhadj Malikama, responsable commercial du réseau antibiotique de Sanofi, il est en même temps membre du collectif des délégués du personnel de Sanofi Sénégal. Il s'est entretenu avec Mme Abdou Gaïkassé. Actuellement, ce qui se passe à Sanofi est très simple. Sanofi, dans un changement de stratégie, de business model, a décidé de licencier tous les travailleurs en fait, du Sénégal, qui sont au nombre de 80. Et ce changement de business model, c'est quelque chose qui est applicable au niveau du groupe. Maintenant, nous, ce qu'on déplore, c'est le fait qu'ils n'ont pas respecté en fait, les droits des travailleurs, en tenant compte des concepts One Sanofi, en tenant compte de l'esprit Play to Win qu'ils ont toujours développé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans un groupe aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, qu'on dise qu'on a les mêmes pratiques et qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes en Afrique, il y a une certaine discrimination dans le traitement, contrairement en France où les gens ont fait partie des gens avec vraiment beaucoup d'avantages, contrairement à nous. Il y a 240 personnes qui sont licenciées en Afrique, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Kenya. Mais au Sénégal, particulièrement, le nombre de licenciés fait 80 personnes. C'est un licenciement collectif. Ce qu'on compte faire, c'est qu'on lance un appel aux autorités étatiques, parce que l'année dernière, quand il y a eu la crise de la Covid-19, le président de la République a pris, n'est-ce pas, des décisions allant dans le sens de ne pas licencier les travailleurs. Et qu'au cas où ça devrait avoir lieu, que ça se fasse vraiment pour des motifs purement pour faute lourde. Mais aujourd'hui, Sanofi a une bonne santé financière. Sanofi aujourd'hui est présent dans le monde entier. Et Sanofi aujourd'hui veut licencier les gens sans pour autant respecter les droits. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'en fait, le président, aujourd'hui, il est là pour tous les travailleurs, et notamment tous les Sénégalais. Nous avons lancé un appel au niveau des autorités, notamment l'inspection régionale de Dakar, mais aussi au niveau du ministère du Travail, du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, auquel nous dépendons, mais aussi des autorités, notamment la direction de la pharmacie, auquel nous sommes, voilà, notre travail repose particulièrement sur eux. Plus de 10 morts hier dans l'accident survenu sur l'Axendium Podor. Au lendemain de ce drame, le ministre des Transports, Mansour Faye, et son homologue de l'équité territoriale, Sambon Benka, se sont rendus sur les lieux. Ils ont tous les deux dénoncé la responsabilité humaine dans cet accident et une enveloppe de 20 millions de francs CFA a été remise aux victimes. Correspondance Momar Alesnian. Suite à l'accident survenu entre Podor et Ndioum et qui a coûté la vie à 14 personnes, les ministres du Transport et de l'équité territoriale se sont rendus sur les lieux. Revenant sur l'origine de cet accident, le ministre des Transports évoque une certaine responsabilité humaine. Ces deux véhicules étaient en surnombre, puisque l'un des véhicules avait une capacité de 19 places, le deuxième 15 places, théoriquement à 34 places. Et disons 45 personnes ont été impactées par cet accident. Et cela pose problème par rapport donc non seulement à la sécurité routière, mais aussi par rapport aux facteurs humains. La route est très bonne qualité. La signalisation verticale comme horizontale, elle est présente. Donc l'origine de cet accident, en réalité, c'est le facteur humain. Et il va falloir apporter maintenant des mesures
sévères donc, pour que donc, ces genres de situations-là ne puissent plus arriver. Les rescapés placés sous haute surveillance médicale à l'hôpital de Ndioum vont également bénéficier de l'appui du gouvernement. Nous sommes là, comme je l'ai dit tantôt, pour un tout petit peu apporter notre soutien, notre compassion à l'endroit de ces populations. Et par rapport à ça, le président de la République a donné des instructions fermes, allant dans le sens d'accompagner ces populations éplorées, mais aussi ces malades qui sont actuellement au niveau de l'hôpital. D'ailleurs, par rapport à ça, on nous a signalé que sur les 33 blessés, les 2 sont dans une situation plus ou moins grave. Et on a déjà donné des instructions par l'entremise du gouverneur à ce qu'on essaie de les évacuer à Dakar pour la prise en charge en bon niveau. Pour diminuer le nombre d'accidents, le ministère des Transports annonce des concertations imminentes avec les acteurs du secteur. Tout autre chose maintenant, malgré la calminauté ce mercredi, plusieurs routes sont toujours impraticables en raison des pluies. Le calvaire pour les conducteurs, la plupart ont subi des pannes assez sérieuses, d'autres ont pris le risque de circuler malgré les inondations. Reportage dans les rues de Dakar, Aïssa Toukane et Sidina Baye. Après la pluie, c'est le sale temps pour les automobilistes. Conduire sous les eaux devient un risque. Comme certaines voitures sont électroniques, nous rencontrons souvent des soucis de courant. Sinon, en conduisant sous les eaux, il y a de fortes possibilités de tomber en panne. Ce taximan se dit là des mêmes difficultés après chaque pluie. Depuis hier, nous sommes en difficulté. Nous avons garé nos voitures parce qu'il n'y a plus de voies praticables ici à Dakar. Toutes les routes sont inondées. Même si nous prenons un client, il y a de gros risques que nous arrivons à des lieux inaccessibles. C'est mieux de stationner quelque part pour éviter les incidents. Les automobilistes sont dans l'embarras à chaque fois que le ciel ouvre ses vannes. La défaillance des infrastructures, le manque de curage, l'insuffisance de caniveaux, entre autres, viennent en rajouter une couche. Il y a un véritable problème de canalisation. Il y a beaucoup trop de travaux et aucun d'entre eux n'est achevé. Et ceci dans plusieurs quartiers. Beaucoup de conducteurs ont eu des pannes mécaniques à cause de cela. Ça gâte nos véhicules. C'est pourquoi j'ai garé ma voiture au risque de rentrer bredouille. La pluie ne devrait plus être un obstacle provoqué à leurs occupations. C'est du moins leur souhait. Nous n'avons pas de solution à cela. C'est l'État qui doit venir en mettant des stratégies. Nous devions être en mesure d'aller travailler malgré la pluie. La pluie est un grand calvaire pour les automobilistes en période d'hivernage. Il est quasi impossible de rallier certaines zones. Plusieurs voitures ne roulent presque pas au risque d'endommager le véhicule. Et ces difficultés à Toukane se traduisent par de longues heures d'attente dans les gares. Les transports se font rares et c'est éprouvant pour les usagers. À cela s'ajoutent des tarifs légèrement en hausse dans certains transports. Notre reporter Pape Daouda Faye a fait le tour de quelques gares dans la matinée. Suivez son reportage. La forte pluie enregistrée sur Dakar n'est pas sans conséquences. Le transport est perturbé. Un casse-tête pour les habitants de la banlieue. Nous sommes à Koloban. Les queues s'enchaînent. La course pour trouver une voiture de plus en plus rude. Tout ceci est dû à la pluie. C'est la première fois qu'il pleut autant à Dakar et déjà nous avons des problèmes pour trouver un véhicule. Je me demande quelle sera la situation s'il pleut davantage. Est une barrière pour certains chauffeurs, mais ce n'est pas le cas de Sidi Diop, même si la pluie bouleverse tous les trajets habituels. Les clients n'ont pas la même destination. Je n'ai pas de problème avec la pluie. J'attends juste que mon tour arrive. Le billet reste le même. Non loin de là, Vieux Diop attend patiemment un car. Pour lui,
Les cars ne manquent pas, mais ce sont les chauffeurs qui hésitent à affronter la route. Selon ce dernier, les transporteurs doivent faire une révision complète de leur voiture avant l'hivernage. Je crois savoir que peut-être avec la pluie qui a tombé ce matin, peut-être les véhicules ont quelques difficultés pour venir rallier Colobane. Je pense que peut-être au niveau de l'autre route, il y a de l'eau, donc les véhicules ne sont pas encore sur place, alors que les travailleurs commencent à venir à partir de 16 heures. Mais normalement, les transporteurs et les chauffeurs, normalement, à l'approche de l'hivernage, ils doivent faire la revue, la révision du véhicule. Maintenant, pour pouvoir rouler pendant la saison de pluie. Pendant ce temps, de nombreux quartiers de Dakar pataugent dans les eaux. Le transport est au ralenti en attendant que les eaux de pluie soient hors d'état de nuire à la mécanique. Et nous reparlons des conséquences du coronavirus hors de nos frontières. Les vacances, un impératif pour les Français. Malgré l'explosion des cas de Covid-19 dans le pays et dans le reste du monde, ils ont décidé d'aller changer d'air. Les gares et aéroports sont bondés de monde. Correspondance à Paris, Abdoulatif Diop. C'est le grand départ des vacances du mois d'août en France. Depuis quelques jours, Paris se vide de ses résidents qui commencent à prendre d'assaut les grandes gares vers le sud de la France. Étouffés depuis plus d'1 an par la pandémie de coronavirus, les Franciliens ont décidé cette année de sortir en vacances pour essayer d'oublier cette 4e vague de Covid-19 caractérisée par un variant Delta qui fait des ravages depuis le mois de mai dans le monde. Si certains prennent l'avion pour fuir les zones infectées, d'autres se précipitent dans les trains pour regagner le Grand Sud, histoire de chercher du soleil et du beau temps. L'année dernière, beaucoup de Français avaient renoncé à leurs vacances, mais cette année-ci, force est de constater que le pays de Marianne est loin de se confiner malgré le pass sanitaire exigé par le gouvernement pour tout voyageur. Et nous reprenons l'avion en direction quelques destinations, quelques capitales africaines. Voyager d'un pays africain à un autre peut parfois être laborieux. Et face aux nombreuses complaintes, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal entend remédier à cela. Elle a ainsi lancé en début de semaine sa ligne Dakar-Banjul-Freetown. Nos reporters Moussafa Gabardiop et Augustin Mandon ont pris l'avion avec la délégation Air Sénégal. Il est un peu plus de 16 heures et nous sommes à bord d'un vol d'Air Sénégal. Direction Freetown avec escale à Banjul. Un vol inaugural pour positionner la compagnie sénégalaise dans l'espace aérien Sierra Leone. Donc à partir de maintenant, nos passagers pourront directement quitter Dakar et aller à Freetown avec une escale sans sortir de l'avion au niveau de Banjul. Ce qui est un avantage à la fois pour le trafic de passagers, mais ouvre également des opportunités pour le trafic de marchandises. Et ça, c'est vraiment la première étape, c'est-à-dire connecter les villes africaines entre elles. Nous savons tous que c'est quelque chose qui manque dans notre sous-région. En moins de 3 heures, l'Airbus 319 d'Air Sénégal rallie l'aéroport de Freetown. 4 ministres sierra-léonais accueillent en grande pompe cette nouvelle desserte qui auparavant prenait plus de 10 heures. Pour la ministre du Tourisme, cette connexion Dakar-Freetown va rendre son pays plus accessible. Notre pays, la Sierra Leone, regorge de richesses qui font son attractivité. Je suis convaincu que notre partenariat va renforcer notre tourisme car le prix du billet pour Freetown décourageait beaucoup de voyageurs à se rendre dans notre capitale. Grâce à Air Sénégal, ce calvaire est fini. Avec ce nouveau succès, Air Sénégal poursuit ses efforts pour connecter les villes africaines au reste du monde. Aujourd'hui, nous avons ce vol qui va faire Dakar-Freetown 2 fois par semaine. Et à partir du mois de septembre, il va passer à 4 fois par semaine. Pourquoi 4 fois? Parce que c'est cette fréquence qui est nécessaire pour connecter les passagers de Freetown à notre vol de New York et Washington. Il faut juste savoir que Sierra Leone, c'est plus de 30 000 passagers par an à destination ou en provenance de l'Amérique du Nord. Donc c'est vraiment un marché majeur qui vient renforcer encore une fois la plateforme de Dakar et l'ouverture future de la ligne de New York-Washington. Ainsi, Dakar renforce sa place de hub régional avec à la clé des retombées économiques.
Les retombées d'un hub aérien sont énormes. Vous savez, le transport aérien peut être une locomotive pour notre économie. Parce que quand Dakar est un hub aérien, on facilite la connexion vers Dakar, le tourisme se développe, les hommes d'affaires viennent, des zones franches vont être implantées, des usines autour de l'aéroport, et tout ça peut être une locomotive pour le développement de notre pays. Donc le hub aérien peut jouer un rôle extrêmement important dans le développement socio-économique du Sénégal. Je passe sur les emplois qui seront créés par la mise en place de toutes ces infrastructures du hub aérien. À partir du 2 septembre 2021, Air Sénégal ouvre sa nouvelle ligne Dakar, New York, Washington avec 2 vols A330 Neo par semaine. Place la découverte donc de ce soir. Les morts se sont installés à Hambourg vers les années 1900. Après avoir habité dans plusieurs localités, ils ont fini par se fixer définitivement à Hambourg-Mort, un quartier, oui, situé dans le département de Hambourg, et l'influence des autres ethnies, notamment le Wolof, a quelque peu mis en péril la culture Mort. Découverte de ce soir signée Muntaga Khan. Ces salamalek sont maintenant réservés aux anciens qui sont les gardiens d'une tradition en voie de disparition. On est en milieu Mour, d'où la dénomination quartier Mbour-Mour. Nos ancêtres sont venus de Boutlimite, certains sont venus d'autres contrées de la Mauritanie. Ce qui est sûr, c'est que nous, nos ancêtres viennent de Boutlimite. Avant d'arriver à Mbour, ils s'étaient établis à Saman, puis au village dénommé Kër Ibra Dieng. Ils sont par la suite arrivés à Mbour. Nos ancêtres allaient au lac qui était l'emplacement de l'hôtel Club Aldjana Nianing pour y extraire du sel qui était de bonne qualité. Ils mettaient ce sel sur des chameaux pour les revendre à Kër Ibra Dieng. Ils faisaient le troc du sel avec du mil. L'ancêtre du notable Malick Ndiaye leur a alors proposé de s'établir carrément à Mbour pour les besoins de leur métier. Mon père, Foukou Fall, et le père de Haouti sont les premiers habitants du quartier. Ils ont été déplacés du site qui occupait le local où est bâtie la police. Puis, ils ont occupé le collège Saint-Esprit. En fin de compte, les colons les ont amenés dans ce site de façon définitive. Depuis lors, chaque fois qu'un mort arrive, on l'amène ici. C'était, je pense, en 1902. Les premiers habitants du quartier ont quitté la Mauritanie pour des raisons diversement appréciées. Les versions sont multiples. Selon ce qu'on m'a dit, nos ancêtres étaient des nomades venus de la Mauritanie à la recherche de pâture en bordure de mer. Il y a la brise qui souffle et dans ces lieux, il n'y a pas de bestioles et que nos ancêtres ne les aimaient pas, ce qui les a portés. Et jusque-là, ça date de longtemps. On a trouvé ici des drapeaux et plus de 80 canots. Afin d'épargner les populations de la peste, les colons les ont déplacés plusieurs fois pour les maintenir définitivement dans le site actuel. Quand la peste est arrivée après, les Français, donc, qui étaient là, les colons, dans un premier temps, du collège Saint-Esprit, sont installés là où se trouve la préfecture pour être proche de la mer. Et les colons vont occuper là parce qu'ils ont vu que c'est un très beau site pour installer leur commandant de cercle, comme on disait autrefois, aujourd'hui on dit préfet. C'est en ce moment donc qu'on les a déguerpis de là-bas pour les installer ici. Le quartier abritait jadis le camp militaire dénommé camp tirailleurs et autres lieux de villégiature. Après les indépendances, beaucoup de vestiges étaient gardés ici, étaient exposés ici, au niveau du quartier. Par la suite, on les a amenés. Ils les ont amenés au niveau du musée. On a vécu 15 à 17 ans avant l'indépendance avec les Toubab. Il y avait ici un camp militaire dénommé les Tirailleurs. Derrière Moussiré, il y avait un camp de repos. Les militaires gradés venaient s'y reposer de temps en temps. La boucherie, le tannage et la pêche constituaient les principales activités des habitants de Mbour-Mort. Quand ils sont arrivés ici, ceux qui faisaient le commerce, en fin de compte, on commence à faire la boucherie. Et les bouchers, quand on les connaissait autrefois, c'était les Mours. Je commençais à faire la boucherie. Et là, en ce moment, les abattoirs étaient installés là où se trouve actuellement, près
de la prison, juste derrière. C'était un nettoyant à la prison. C'est là-bas où se trouvait la boucherie. Le tannage, qui était la principale activité des femmes, est en voie de disparition. Actuellement, je suis la seule à m'atteler à cette tâche. Certains ont abandonné, d'autres ont préféré travailler au port de pêche. Je n'ai plus la force du travail. Je travaille, mais je reste parce que j'aime ce métier. La langue hassania n'est presque plus parlée dans le quartier. Ceux qui parlent couramment le hassania se comptent du bout des doigts. Ils sont moins de 10 personnes. Les jeunes filles et garçons ne comprennent pas la langue, car leur maman qui reste à la maison avec eux ne leur parle que le Wolof. C'est la langue usitée partout où ils vont, au marché comme ailleurs. Petit à petit, toutes les ethnies se sont établies dans le quartier. Les Sérères, les Wolof, les Soussou, les Sarkholé, les Bambara, les Halpar, ce qui fait que la langue hassania n'est plus parlée. Toute une culture bâtie par des générations, risque de se fondre dans les méandres de la vague destructrice d'un modernisme à outrance. Heureusement que la fibre artistique est toujours là. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain à 19h45. Au revoir.